Quelqu'un qui démarre, un jeune qui démarre, s'il est célibataire quand il démarre, moi je lui conseille de rester célibataire pendant les 2-3 premières années. Aujourd'hui, nous sommes avec Francis Hachem, anciennement CEO d'une USM comptant plus de 60 salariés. Il gère aujourd'hui une start-up qui a pour ambition de révolutionner le monde de l'automobile. En plus de son côté entrepreneur, Francis est également un très grand sportif, ayant parcouru à plusieurs reprises plus de 200 km dans le désert du Sahara. Dans ce podcast, il partage avec nous ses anecdotes les plus folles. Je vous souhaite un bon visionnage. Et puis une fois que tu as commencé à développer, que tu commences à avoir les reins solides, ouais, là tu peux t'amuser, tu peux sortir, tu peux avoir une petite copine. Réellement pour moi, quand tu es célibataire, c'est un cadeau. Réellement. Et je le pivotais durant le Covid. Très rapidement, je me suis rendu compte que pour être B2C, il fallait être américain. Tu pouvais pas être français. Quand t'es français, en fait, tu lèves de l'argent. Ton premier tour, c'est 100 000, 150 000 euros, tu vois. Et ça va t'aider à faire ton pilote. Ça va t'aider à développer quelques features, mais ça va pas t'aider à faire de la com. Pourquoi de passer de 60 salariés à 12 salariés? Sacré confort. Ah ouais? Ouais. Sous la chaleur, il fait 45-50 degrés, t'as de la flotte, et d'ailleurs, fin des 6 jours, ton t-shirt, il tient debout, tellement il est absorbé de sel. À chaque fois, après coup, je me dis, si jamais il y avait un micro dans ma tête, les gens me prendraient pour un taré. Parfois, je me prends pour Pac-Man. Réellement, mais j'avais cette idée où chaque coureur devant moi était un fantôme. Il fallait que je gobe le fantôme, tu vois. Mais c'est plein de trucs débiles comme ça, tu vois. Gaffe à mon alimentation. Je mange pour me nourrir, je mange pas pour me faire plaisir. Même si j'adore la bonne bouffe, je prends plaisir à manger, mais je ne mange pas pour avoir du plaisir. Tu vois, c'est différent. Okay. Et quand j'étais jeune, j'étais capable de manger mon blanc de poulet avec mes pâtes, sans sel, sans beurre, sans sauce, sans rien. Même repas, tous les midis, tous les soirs, tout le temps la même chose. Tu t'en fous de la saveur? Je m'en fous de la saveur. Et d'ailleurs, ceux qui nous écoutent peuvent peut-être se lancer là-dedans. Mais aujourd'hui, si je devais démarrer un business, là, demain, que je démarrerais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast. Comme vous le savez, ici, nous accueillons au quotidien des personnes aux parcours inspirants qui sont là pour partager avec nous leurs réussites, leurs échecs, mais surtout leurs conseils. Aujourd'hui, les amis, j'ai l'immense plaisir d'être en compagnie de Francis Hachem, l'homme qui, grâce à sa start-up, ambitionne de révolutionner l'industrie de l'automobile. Francis, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Rachid? Ça va. Merci de m'accueillir chez toi. Plaisir partagé, Francis. Est-ce que c'est le petit rituel? Est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Eh bien, je m'appelle Francis Hachem, j'ai 52 ans. Je suis entrepreneur depuis toujours, depuis plus de 25 ans maintenant. Et donc principalement entrepreneur dans la tech, c'est un secteur qui me passionne, qui bouge tout le temps, qui est tout le temps en pleine ébullition. Et donc voilà, sportif, mais on va pouvoir parler de tout ça. Depuis dans toujours, quelques minutes. ça veut dire que tu n'as jamais bossé, si on peut le dire ainsi, pour quelqu'un? Alors j'ai bossé quand j'étais étudiant, Okay. j'ai eu des jobs étudiants, mais une fois que j'ai fini mes études, non, j'ai aussitôt entrepris et non, je n'ai jamais été salarié après la fin de mes études. Et tu as entrepris à ce moment-là dans quoi? Dans l'informatique, directement. Donc moi j'ai fini mes études en 98, c'était encore la bulle Internet. Alors pas directement dans l'informatique, j'ai commencé par une boîte de chauffeur voiturier à l'époque. J'étais descendu à Saint-Tropez avec un ami. On a monté une société de remise. On appelait ça société de remise, donc pour accompagner des VIP, des clubs à Saint-Tropez. Ça a duré 6 mois, en tout cas pour moi. Lui a continué parce que il aimait bien la jet set, etc. Moi j'aimais bien, mais je voulais pas en faire un métier. J'avais une vision du transport à l'époque qui correspondait pas à la sienne. Ouais. Moi, je voulais en basse saison aller sur des grandes villes pour faire ce qui n'existait pas à l'époque, faire du car sharing, en fait, du chauffeur sharing. Et puis, non, lui voulait suivre la jet set un peu partout. Et donc, du coup, au bout de 6 mois, je suis remonté sur Paris. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, dans quoi je vais entreprendre. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'informatique était en plein boom. Et je me suis dit, tiens, je vais faire l'informatique. Et direct à ce moment-là, tu as décidé d'entreprendre dans le domaine de l'informatique. Oui, complètement. Ouais. Mais maintenant, ma question, c'est quelles étaient, toi, tes sources d'inspiration? Parce que déjà, même aujourd'hui, c'est toujours
pas très bien mis en avant en France, l'entrepreneuriat, mais avant, je suppose que ça devait être encore pire. Ouais, c'était pire. Alors, j'avais pas de source d'inspiration comme je pourrais en avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, si je devais entreprendre, il y a des gars qui m'inspirent aujourd'hui. Les Elon Musk, les Richard Branson, tous ceux que les gens, en fait, entre guillemets, idolâtres. C'est un grand mot, mais par contre, moi, mon père était indépendant. Donc, je pense que inconsciemment, je tiens ça de mon père. Il a toujours été entrepreneur, il a toujours eu ses affaires. Et je pense que ayant grandi en le voyant ne jamais être salarié en réalité, je pense que voilà, de manière inconsciente, ça s'est imprégné en moi. Ça t'a inspiré. Après, il y avait aussi les personnes comme Tapi, à l'époque, qui faisaient beaucoup bouger, qui faisaient beaucoup parler. C'est vrai, dans les années 80, Tapi, alors, moi, c'est pas un mec qui m'a fait rêver. Ah ouais? Moi, c'est, comme on dit, Tapi, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Moi, je faisais partie de ceux qui l'aimaient pas. Alors, brillant, en tant qu'entrepreneur brillant, mais j'aimais pas sa personnalité, en fait. J'aimais pas il avait un côté provoque que j'appréciais pas trop. Mais oui, c'est un mec qui, pour le coup, sortait du lot et c'était le vrai entrepreneur de l'époque, ouais. Oui, carrément. Et donc, tu entreprends dans le domaine de l'informatique. Qu'est-ce que tu proposes comme solution? Alors, au début, en fait, j'étais indépendant, donc freelance, pour le compte d'une société qui s'appelait Nous. Donc, Nous, qui est devenu Numérica. Donc, c'était une société qui proposait de l'Internet par câble. Et au sein de Nous, donc, tu avais un service informatique qui employait au départ pas mal d'indépendants et également des boîtes. Et moi j'étais là pour travailler au service du support, le support technique de Nous, support aux utilisateurs, aux salariés. Ils avaient un problème d'imprimante, ils avaient un problème de connexion de leur ordinateur sur le réseau. Ils faisaient appel au service informatique, au support interne. Et moi je connaissais pas l'informatique à la base. Donc j'avais juste utilisé un ordinateur pour faire mon mémoire de DESS, mais c'est tout. Et donc du coup j'ai dû apprendre sur le tas ce qu'était un réseau, ce qu'était un ordinateur, ce qu'était un serveur, ce qu'était un client et ainsi de suite. Donc j'ai appris sur le tas. Et puis au bout de quelques mois j'ai découvert le monde du service. Il y avait beaucoup de sociétés de services à l'époque chez ce compte. Et je me suis dit, tiens, c'est pas mal, tu peux embaucher des gens, des ingénieurs, et les proposer à l'entreprise. C'est pas mal comme business. Et finalement, au bout de 2 ans, j'ai eu écho d'un besoin dans le service informatique de Nous. C'était un administrateur messagerie à l'époque, Lotus Notes, qui se plus aujourd'hui. Et j'avais un ami, j'avais entendu parler de ça, j'avais un ami qui était administrateur de messagerie. Donc je l'appelle, je lui dis, écoute, t'as pas envie de changer de boulot? Il me dit, oui, pourquoi? Je dis, écoute, je peux t'embaucher et te faire travailler chez Nous. Et c'était mon premier salarié. Et donc, c'est là que j'ai monté ma vraie entreprise, donc avec des salariés, donc au bout de 2 ans. Au final, tu as bâti une ESN. C'est ça. Tu mettais en relation des personnes et d'autres personnes qui avaient besoin de leurs compétences. Exactement. Donc, au départ, très système et réseau. Donc, ma première équipe, alors je suis monté chez Nous à l'époque jusqu'à 6 personnes. Et puis bon, en 2004, Nous a commencé à avoir un premier plan social. Donc, quand il y a un plan social, en fait, on dégraisse avant tout les prestataires. Et pour moi, c'était une aubaine parce que, entre-temps, ça m'a permis de faire du réseau, de connaître les ESN, de connaître l'écosystème et de l'apprendre, d'apprendre aussi la technique. Internet commençait à se développer, les nouveaux langages de programmation commençaient à voir le jour, comme PHP à l'époque, qui était un langage dynamique. Je commençais à m'y intéresser un petit peu. Et puis j'avais embauché un premier développeur web à l'époque pour mes propres besoins, pour le site de la société. Ouais. Et quand Nous a sorti le premier prestataire, donc moi sur l'équipe de 5-6, il y en a eu 4 qui étaient sortis, donc il fallait que je les replace. Et c'est là que j'ai vraiment développé en fait ma société de service, donc mon ESN, avec d'autres clients que Nous. Et puis de 5, je suis passé à 6, 10, 12, 15, pour finir à une 60aine de salariés au bout de 10 ans. Oui. Ouais, quand même. Et est-ce que tu as d'autres chiffres que tu aimerais partager avec nous concernant ce business-là à l'époque?
Alors, en termes de chiffres, moi, mon objectif au départ, c'était de monter à une centaine de salariés. C'était vraiment, moi, j'avais un objectif psychologique qui était de dire, je veux être une boîte en fait qui fasse 100 salariés. Et puis finalement, c'est un secteur qui a connu beaucoup de mouvements. Donc il y a eu 2008, ça a pas mal dégraissé. Il y a eu différentes crises. Et donc, on a connu les hauts et les bas du secteur. Donc, j'ai jamais atteint mes 100 salariés. Ouais. Donc, j'ai plafonné à 60 et quelques avec une quinzaine de freelance en plus. Et donc, voilà. Donc, c'était pour moi un objectif voilà, qui n'était pas forcément atteint, mais j'avais quand même fait une belle boîte qui partait de zéro et c'est ce qui m'intéressait par-dessus tout. Donc pour moi, l'objectif était quand même atteint. Est-ce que tu as rencontré des défis lors de la mise en place de cette boîte? Des défis, alors, tu as toujours des défis. Parce que tu as le premier salarié, le premier manager, la première équipe, la première personne qui doit sortir de mission. Du coup, il faut la replacer. Donc les défis les plus importants, c'était surtout ça. C'était éviter d'avoir ce qu'on appelle des intercontrats. Donc des gars qui quittent, dont les missions se terminent, et puis qui restent en fait à ne rien faire avant de réintégrer d'autres missions. Pas rentable. Et oui. Et le gros enjeu en fait des sociétés de services, c'était ça, c'est de combler ces périodes de non-activité. Donc il fallait toujours essayer d'anticiper. Et donc, d'avoir en fait un réseau suffisamment important pour avoir plus de demandes que d'ingénieurs que tu as dans l'entreprise. Donc, le plus gros défi, c'était celui-là en fait. C'était d'avoir un gros réseau de clients qui étaient très en demande et puis essayer de jongler et avec les collaborateurs que tu as, mais également essayer aussi d'en trouver d'autres, donc d'embaucher pour grossir et puis remplir le carnet de commandes. Donc ça, c'était vraiment le plus important en fait dans le métier de l'ESN. Et tu faisais ça. Mais tu n'étais pas, à vrai dire, un fin connaisseur de l'informatique. C'est-à-dire Non. que tu pouvais pas, on te donnait des lignes de code de PHP, tu savais pas forcément les déchiffrer. Non, du tout. En fait, avant le PHP, pendant que j'étais chez nous, entre deux appels clients, je regardais un petit peu l'internet, donc je codais un petit peu en HTML à l'époque, donc c'est de l'HTML4 et donc je codais, je faisais des pages web plus pour mes propres besoins. J'ai eu 2-3 clients, donc j'ai fait quelques sites, mais dès qu'on est arrivé au PHP, là j'ai complètement arrêté parce qu'il fallait quand même des connaissances, il fallait connaître les bases de données, etc. Et là c'était pas mon truc. Et quand on a quitté Nous, quand on est sorti de chez Nous, parce que moi j'étais moi-même prestataire chez Nous, en fait j'en ai profité pour faire grossir la boîte et là j'avais plus un rôle de commercial. Okay. Donc j'ai complètement laissé tomber la technique, mais et ça c'était super important pour moi, tout en comprenant ce que mes gars faisaient. Ça j'y tenais absolument parce que moi-même en fait j'étais vraiment fan de l'innovation et il fallait à chaque fois que j'applique dans l'entreprise toutes les nouvelles technologies qui arrivaient. Et j'avais besoin de comprendre avant d'embaucher les gars qui allaient bien. Et puis je voulais pas non plus me faire avoir puisque au départ on était très système et réseau, et puis ensuite on est devenu plutôt une équipe de développeurs. Et je voulais pas me faire avoir par un développeur qui me dise il faut 20 jours pour le développer. Non, si j'estimais que c'était 10 jours parce que je comprenais que c'était 10 jours, il fallait que je le sache quand même. Ouais. Donc c'était important. Est-ce qu'à un moment tu t'es intéressé au marché des pays émergents? Parce que de nos jours, on le voit avec les freelances indiens ou africains qui sont tout autant compétents que des Européens, mais qui sont à des tarifs, on va dire, plus abordables. Ouais. Alors, à l'époque, c'était c'était l'Inde, essentiellement. On allait outsourcer en Inde. À l'époque, non. Moi, je voulais vraiment, en fait, avoir ma core team en France, parce que, une fois encore, on était sur des nouvelles technos et j'avais besoin de maîtriser ce qu'on faisait. Tu vois, donc on n'allait pas forcément chercher des ressources à l'étranger. Moi, l'idée, c'était vraiment j'étais focus sur, je veux avoir une belle boîte d'une centaine de personnes. Donc, il fallait que j'embauche. C'est vraiment mon truc. Et alors, à tort, après coup,
mais en étant jeune entrepreneur, je pense que voilà, j'étais drivé par ça et donc j'avais pas la clairvoyance de me dire il faut que je sous-traite certaines parties. Et puis en début d'aventure de mon ESN, en fait, on embauchait des collaborateurs qu'on plaçait chez les clients. Donc, il n'y avait pas encore cette notion de développement, en tout cas dans ma boîte, hein, Ok. on ne développait pas encore au forfait. Donc, j'avais des développeurs qui allaient chez BNP, qui allaient chez La Poste. Donc, ils étaient dans les équipes des clients. Ils s'étaient intégrés aux équipes. Donc, je ne pouvais pas me permettre de sous-traiter à l'étranger et d'outsourcer pour faire du développement. Ouais, c'est compliqué. Donc, c'était vraiment de la sous-traitance de nos propres collaborateurs. Et toi, qu'est-ce qui te drive en fait dans le fait d'entreprendre? Est-ce que c'est l'appât du gain ou c'est autre chose, la liberté? Alors, la liberté avant tout, ça c'est indéniable. Alors, c'est pas la liberté au sens où je veux pas avoir quelqu'un au-dessus de moi. Parce qu'on a toujours quelqu'un au-dessus de nous, on a l'administration, on a tu vois, les règles, les lois, le gouvernement, les taxes, etc. Non, c'est vraiment la liberté de faire mes propres choix, de faire mes choix de marché, de faire mes choix de techno, mes choix de produits. Voilà, c'est vraiment c'est la liberté de choisir où je veux aller, d'avoir ma vision. Moi, il est important que j'ai ma vision et que j'aille au bout de ma vision, qui peut bien sûr dévier. Tu vois, parce que le chemin entrepreneurial n'est pas une ligne droite, mais en tout cas la liberté de décider, ça c'est super important pour moi. Ensuite, l'appât du gain, alors tu l'as par extension, mais je suis pas drivé par ça par contre. C'est pas bien sûr qu'on est là pour faire du business et pour gagner de l'argent, mais moi ce qui me drive, c'est vraiment la passion avant tout. Il faut que j'adore ce que je fais, tu vois. Il faut que je me lève le matin et que je kiffe. Et tous les matins, je me lève et je kiffe ce que je fais. J'adore travailler, je peux travailler des heures. Et donc, pour moi, la passion, je pense que c'est vraiment le moteur, le moteur numéro 1 pour moi. Et toi, quel est ton rapport à l'argent? En fait, je ne suis pas drivé par l'argent. C'est pas, je ne suis pas là pour... Enfin, gagner pour gagner ne m'intéresse pas. Gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ce n'est pas le truc qui m'excite. C'est important, on a besoin. Je suis contre le fait de dire l'argent fait pas le bonheur, c'est pas vrai. Bien sûr que l'argent fait le bonheur, il y contribue en tout cas grandement, mais c'est pas ça qui va me driver. Je peux être super heureux sans avoir une masse d'argent. Vraiment, je m'en balance. Par contre, voilà, monter un business qui puisse être rentable, c'est super important. Parce que il faut gagner de l'argent, il faut payer tes collaborateurs, il faut payer tes charges, il faut investir, il faut grandir, il faut aller chercher de nouveaux marchés. Donc sans argent, tu peux pas faire ça. Si tu veux te développer, il faut de l'argent. Donc forcément, et puis l'argent amène l'argent. Plus tu vends, plus tu intéresses des gens, éventuellement des investisseurs qui vont t'aider à grandir, etc. Donc l'argent est nécessaire. Par contre, je suis absolument pas drivé par l'argent, si ce n'est pour développer le business que je fais. Tu vois, ça vraiment pour moi c'est hyper essentiel. Et je pense que voilà, j'ai toujours été comme ça. Et aujourd'hui à 52 ans, j'ai pas changé. Et je pense que je changerai pas. C'est pas ce qui l'argent n'est pas une carotte pour moi. La carotte, c'est vraiment la passion de ce que je fais. Ouais, je vois. Ce n'est pas une fin en soi. C'est absolument pas une fin en soi. C'est juste un moyen. Ok. Et du coup, ton ESN, tu l'as arrêté ou tu l'as toujours en ce moment? Non, elle s'est arrêtée en 2017. Elle s'est arrêtée pas très bien. Alors, à partir de 2015, le marché commence à être tendu. Les salaires commençaient à être de plus en plus élevés, les prix de prestation de plus en plus bas, donc les marges de plus en plus serrées. On commençait à avoir une concentration de SN, donc les petites structures comme les nôtres avaient de moins en moins leur place. Et puis moi, à titre personnel, j'ai vécu une séparation, donc 2 ans après, en 2017. Et voilà, au niveau professionnel, je m'y retrouvais pas. J'avais plus envie. Le service me plaisait plus. Moi, je drive beaucoup par l'humain.
Dans ma société, tu vois, voilà, on vend de la prestation, donc de la prestation intellectuelle, donc c'est des hommes qui sont derrière. Et moi, je manage énormément, j'ai un management de proximité. Donc, je manage par le sport, je manage par beaucoup d'incentives. Tu vois, j'essaie de fédérer les gens autour de l'entreprise. Et en 2015, les ingénieurs commençaient à être, je les voyais plus comme des mercenaires. Mais réellement, en fait, ils naviguaient de société en société pour aller chercher, gratter 50 euros par-ci, 50 euros par-là. Ils venaient te voir, ah Francis, là on me propose un truc, je suis payé 200 euros de plus, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu dis au départ, ok, bon, je rallonge. Et puis le mec, 2 mois après, il dit, ouais Francis, je suis payé, bah vas-y alors, va. Mais et ça commençait à être de plus en plus fréquent. Puis au bout d'un moment, voilà, ras-le-bol, réellement. Et puis tu te dis finalement, je deviens esclave en fait de ce nouveau système. Et j'ai pas envie d'être esclave des autres. J'ai décidé d'entreprendre pour être libre. Et j'ai pas envie d'être voilà, esclave de mes salariés parce que ils viennent gratter le bout de gras à chaque fois. Et puis bah nous on est là aussi quand même pour générer quand même de l'argent et être rentable. Et là ça commence à ne plus être. Donc j'ai arrêté la société, donc bah, j'ai liquidé en fait, hein, Ok. tout simplement. Tu l'as revendu? Non, elle a été liquidée. En fait, suite à ma séparation, il y a eu une période une période où j'ai vraiment levé le pied. Il fallait moi que je me retrouve. Et puis moi je délègue pas mal en fait. Là, à 60 personnes, tu peux pas tout gérer tout seul. Ouais. Donc j'avais pas mal délégué. Et puis quand je suis revenu, voilà, quand ma séparation est passée, je suis revenu pour reprendre un petit peu les rênes. Plein de choses s'étaient mal passées et donc il était difficile en fait de rattraper. On avait beaucoup d'argent dehors et puis des charges également à payer. Donc voilà, il aurait fallu 6 mois, peut-être 1 an pour redresser la barre et j'en avais plus envie. Donc j'ai arrêté. Ouais. Ouais. Et comment, du coup, tu as géré pour te relever après tout ça? Je dirais hyper facilement en fait. Ah ouais? Hyper facilement parce que très rapidement, en fait, si tu veux, moi, j'ai tendance à pas regarder en arrière. Donc, un échec pour moi, c'est un échec, bon, mais c'est une étape, tu vois. Donc, derrière, en fait, j'ai remonté quasi immédiatement. Donc, j'ai eu, donc, alors, la société s'est arrêtée en 2017. 2017, j'ai eu l'idée de ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai benchmarké pendant 2 ans, ça a pris quand même du temps. Pendant ces 2 années, j'ai accompagné un artiste peintre, donc rien à voir avec l'informatique. Je l'ai accompagné pour industrialiser son business. Je l'ai accompagné en fait, on a monté une plateforme de vente en ligne de ses œuvres. Donc ça a occupé une partie de mon temps. Et puis pendant ce temps-là, en parallèle, donc j'ai benchmarké pour essayer de trouver ce qui, l'idée que j'ai eue en fait de ma boîte, voir ce qui se faisait, et puis me rendre compte en fait que ce que je voulais ne se faisait pas. Donc on en parlera après. Et donc ça m'a pris 2 ans. Donc donc le business est dans l'industrie de l'automobile. Donc j'ai été interrogé des industriels, des spécialistes du secteur auto. Tu fais des études de marché en France, en Europe, ailleurs dans le monde. Et puis voilà, ça a occupé mon temps. Et 2 ans après, donc en 2019, j'ai créé ma boîte, donc la boîte qui existe encore aujourd'hui. Donc j'ai rebondi aussitôt. Et donc ouais, pour moi c'est important en fait de me dire, si tu veux, qu'un échec c'est une étape en réalité. C'est pas, je le prends pas, c'est pas quelque chose qui va me briser. Mais vraiment pas. Voilà. C'est là, ça fait partie du processus. Et comment je fais pour rebondir? Comment je fais pour ne plus échouer de la même manière? Je peux échouer autrement. Il y a plein de façons d'échouer. Ouais. Mais c'est plein d'apprentissages différents. Ouais. Donc ouais, vraiment le rebondir pour moi c'est essentiel. Ok. Et quand j'entends ton récit, ça me fait aussi repenser à des récits de personnes comme Jeff Bezos ou Elon Musk qui, eux aussi, à un moment,
sur la vie de couple, ce n'était plus trop ça. Ouais. Est-ce que pour toi, entrepreneur et vie de couple stable, c'est des choses qui peuvent matcher ou c'est plutôt compliqué? Ça peut être compliqué en fait. Ça peut être compliqué. Si tu veux, si dans ton couple vous êtes deux entrepreneurs, c'est topissime. C'est topissime parce que t'as la même dynamique, t'as une dynamique commune. Les deux peuvent s'entraîner. J'ai connu ça après. Donc ça crée même une alchimie entrepreneuriale. Tu vois, il y a des défis qui sont pas forcément des défis communs, mais des défis que l'un et l'autre comprennent. Et ça, c'est super important. Quand dans un couple, tu as un entrepreneur et un ou une salariée ou un et une entrepreneur, c'est quand même difficile. C'est difficile parce que il peut y avoir des incompréhensions. Quand tu entreprends, tu as un engagement qui est fort dans ton entreprise. Ça prend du temps. Moi, vraiment, j'adore travailler. Donc je peux démarrer à 8h, 7h, 8h et puis finir à 2h, 3h du matin. Mais vraiment, j'adore ça. Et 7 jours sur 7. À ce point. Mais j'adore bosser. J'adore ça. Quand j'ai rien à faire, j'ouvre mon ordinateur. Et c'est rare quand j'ai rien à faire. Je m'occupe avec mes enfants, quand je sors avec des potes ou autre. Mais quand je suis tout seul à la maison, je suis avec mon ordinateur. Et je bosse. Vraiment, j'adore ça. Donc, et quand tu es en couple, c'est hyper difficile. Ouais. C'est hyper difficile. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Et ouais, donc, alors, quand tu es en phase de lancement, c'est encore plus difficile parce que c'est hyper chronophage. C'est là où tu as besoin de mettre énormément d'énergie dans ton projet. Et puis, quand tu es dans une phase de maturité, tu as d'autres problématiques parce que, comme j'ai connu dans la précédente aventure, tu délègues et quand tu délègues, tu as de l'humain à gérer. Et donc c'est des choses, c'est d'autres niveaux de responsabilité. Donc, ton travail t'accompagne en fait jour et nuit et vacances et week-ends et jours fériés et tout le temps, quoi. Tout le temps. Eh oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup à un jeune qui est en pleine construction? Est-ce que tu lui conseillerais de plus se concentrer sur son travail, se bâtir en tant qu'homme ou de quand même essayer de mélanger avec une petite vie de couple? Tout est possible en fait. Tout est possible. Ça dépend, je dirais, ça dépend de l'ambition. Ouais. Si l'ambition c'est de monter une boîte qui soit hyper innovante, qui aille loin, qui grossisse, etc. Et qui va forcément nécessiter beaucoup d'implications. Je pense que au lancement, c'est difficile de concilier vie entrepreneuriale et vie de couple. À moins d'avoir en fait quelqu'un qui comprend ce que tu fais et qui soit vraiment en fait complice de ce que tu fais. Tu vois, mais vraiment qui comprennent. C'est super important. S'il n'y a pas de compréhension de ton business, de ton implication, je pense que c'est hyper difficile. Donc, quelqu'un qui démarre, un jeune qui démarre, s'il est célibataire quand il démarre, moi je lui conseille de rester célibataire pendant les 2-3 premières années. Réellement. Parce que tu as besoin d'être focus sur ce que tu fais. C'est hyper important. Et puis une fois que tu as commencé à développer, que tu commences à avoir les reins solides, ouais, là tu peux t'amuser, tu peux sortir, tu peux avoir une petite copine ou un petit copain, parce que tu peux, voilà, c'était une fille. Mais ouais, je pense que si t'es célibataire, réellement pour moi, quand t'es célibataire, c'est un cadeau. Réellement. Et je le dis en connaissance de cause. Actuellement, je suis célibataire et j'ai jamais autant bossé et autant avancé dans ma startup actuellement que ces 3 dernières années où je suis à fond. Je suis vraiment à fond, quoi. Donc pour moi, c'est difficile de concilier les deux. Mais il y a aussi la crainte de se dire que, ok, je me bâtis, je reste célibataire, je me bâtis, mais plus tard quand j'ai de l'argent, ces gens-là, qu'est-ce qui me dit que ces gens-là, ils sont pas là pour mon argent, en fait? Tu vois? Tandis que quand vous évoluez ensemble, tu peux te dire que, ah ouais. Elle était là pendant que c'était difficile, donc tu sais qu'elle est vraiment là pour toi, en fait, tu vois? Ouais. C'est aussi compliqué sur ce point. Ouais, moi, je pense que ça dépend de toi en tant qu'entrepreneur. Si tu es quelqu'un qui gagne de l'argent et qui crame, c'est clair que tu vas attirer des gens qui vont vouloir profiter du fait que tu dépenses, que tu fasses le beau, que tu sortes à tout va, etc. Si tu es quelqu'un qui est très posé, moi je suis pas quelqu'un qui crame, moi je suis pas
Moi, j'aime bien les choses simples en réalité. Modéré. Ouais, complètement. Après, ça m'empêche pas de m'éclater. Mais je veux dire, si tu veux, je n'attirerai pas les personnes qui voudront profiter. Parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui va en boîte de nuit, qui fait péter les bouteilles de champagne ou machin, ou qui doit absolument s'acheter sa Lamborghini ou sa Ferrari. Non, mais vraiment, je m'en bats. Je suis carrément pas matérialiste. Donc, je vais pas attirer ce genre de personnes. Et si ce genre de personnes viennent à moi, en fait, je vais les flairer immédiatement parce que c'est pas mon style, tu vois. Donc voilà. Mais effectivement, c'est un piège dans lequel beaucoup tombent. Ouais. Parce que d'abord, l'argent, en fait, fait monter, tu vois, quand ça te monte au cerveau, ça peut changer ta nature. Et si ça change ta nature, derrière, ton entourage change et t'attires forcément des personnes pas forcément bienveillantes et qui peuvent profiter de toi. Et la petite copine, ça peut être le cas aussi, ouais. Ouais. Ok. Tout à l'heure, tu disais que tu n'es pas matérialiste. Est-ce que tu es plus de ceux qui louent ou de ceux qui acquièrent tes biens? J'ai appris à louer. Ok. En fait, jusqu'à il y a un peu plus de 2 ans, Ouais. j'avais encore ma maison et donc je l'ai vendue. Et depuis, je loue. Jusqu'à il y a 2 ans, j'avais ma voiture. Je loue maintenant. Et exactement. Mais non, mieux, abonnement. Ok. LLD, t'es marié au contrat de leasing ou autre. Ouais. Abonnement, t'arrêtes du jour au lendemain. Ok. Tu vois. Ok. Donc, C'est gros, ça. ça existe depuis 3-4 ans à peu près. Donc ouais, t'as un abonnement en fait à une voiture et qui reconduit tous les mois et t'arrêtes quand tu veux et tu changes de modèle, de gamme quand tu veux. Donc non, aujourd'hui moi en fait, je me suis rendu compte que et j'étais tombé dans ce piège dans lequel tout le monde tombe. Moi aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que les gens sont beaucoup plus sensibles en fait justement à la location et au fait de ne pas acquérir les biens. Mais moi j'étais tombé dans ce piège et tant que j'avais en l'occurrence ma maison, je me sentais obligé de rester dans un endroit et en l'occurrence la région parisienne. Et il était difficile en fait de bouger. Pour bouger, il fallait vendre. Une fois que tu avais vendu, tu pouvais enfin te permettre de... Aujourd'hui, quand j'ai vendu, j'ai dit à mes enfants, on prend des valises et des fringues. Point barre. Et aujourd'hui, je loue et je loue meublé. Tu vois ? Donc, on a nos valises et nos fringues. Et si demain, je décide de changer de région, on refait nos valises avec nos fringues et on va dans une autre région. Tu vois ? Ouais, je vois. Ou à l'étranger. Je vois. Ma voiture en abonnement, je l'arrête et je bouge. Aujourd'hui, il n'y a rien qui me retient. Et je trouve que le fait de ne pas avoir de biens, c'est une putain de liberté. Réellement. Et ça, et je pense que ça s'est exacerbé justement post-Covid, où en plus, tu peux travailler en remote de plus en plus. Tu vois ? Donc, tu n'as pas de biens. Tu travailles à distance. Tu es complètement mobile. Il n'y a rien qui te retient, et là, c'est la liberté absolue. Et c'est un bonheur absolu. T'es pas le premier entrepreneur que j'entends dire ça, effectivement. Mais de plus en plus, hein, j'ai l'impression de plus en plus. Et je pense que le Covid a fait beaucoup de tort, mais je pense qu'il a fait beaucoup de bien dans ce sens. Les gens sont devenus... en fait, ils acceptent plus facilement d'être nomades. Ouais. Tu vois ? On a développé des nouvelles habitudes. Exactement, complètement. Et je pense que c'est bien. C'est bien, et surtout en France, parce qu'en France, on avait tendance à être très pépère, tu vois. La nouvelle génération voyage plus. Ma génération, elle voyageait très peu. C'était le schéma boulot, femme, enfant, maison, le monospace, le labrador, et puis voilà, tu vois. Non, mais c'est exactement ça. Ouais. Et aujourd'hui, on sort de ces schémas. Ouais. Et c'est bien, et je pense que c'est bien, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant d'être emprisonné dans ta propre vie. Tu vois ? Et quand tu as ce genre de schéma-là, en fait, tu es dans une sorte de prison dorée, mais c'est quand même une prison.
Tu vois, tu as le confort d'avoir ta femme, tes enfants, ton labrador, etc. Mais ça reste une prison. Parce que tu as tes habitudes, tu as tes amis, tu as ta région, tu as tes petits trucs, tes petites machines. Tu vois, Donc, non, c'est fini tout ça. Si, je comprends. Bah, ok, c'est intéressant comme point de vue. C'est intéressant. Moi, je suis un peu dans l'optique de posséder un tout petit peu, mais pour du coup le faire travailler pour moi. Tu vois, genre par exemple posséder un appart puis le mettre en location. C'est différent. Oui. Ouais. Oui, parce que c'est plus une vision business de la possession. Hein, c'est en fait tu t'achètes pour en fait c'est un investissement en réalité. C'est un investissement donc c'est pas et puis le bien le jour où tu veux le revendre, tu le revends sans forcément être à l'intérieur. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est pourquoi pas, sur principe, pourquoi pas. Mais oui, pourquoi pas. Ok. On va parler de ton projet actuel du coup. Oui. Codnect. Oui. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste? Alors Codnect, c'est une solution qui permet de lutter contre les arnaques au moment de l'achat d'une voiture. Donc, quand on dit ça, c'est quoi? C'est en fait, on a développé une solution qui permet de collecter les informations, collecter l'historique de la voiture tout au long de sa vie. Réparation, accident, contrôle technique, toute la vie de la voiture que l'on va récupérer, stocker et rendre non modifiable. Alors, comment on fait ça? En fait, on va connecter notre système à celui des réparateurs, des assureurs, des concessionnaires, tout l'écosystème du véhicule, de manière à chaque fois qu'il y a un événement, une révision, une réparation, un accident, eh bien on puisse récolter cette information-là. Une fois qu'on la récolte, donc on la stocke sur notre système, on la sécurise, on la rend non modifiable et on évite en fait un propriétaire malveillant qui voudrait s'amuser à réduire de 20 000, 30 000 km son compteur avant de vendre sa voiture ou photoshopper 2-3 factures qui peuvent, nuire à la valeur de la voiture. Eh bien, on va empêcher ça. Donc, Codnect, aujourd'hui, c'est ça. Comment vous faites en sorte que les gens vous donnent ces infos-là? Parce qu'ils peuvent très bien avoir la flemme. Ouais. Il faut qu'ils aient quelque chose à gagner pour vous donner ça. Exactement. Donc, nous, on a développé donc une application mobile qui se veut être le compagnon du conducteur. Donc, avec une multitude de services, on va l'aider, on va le notifier d'abord de ces échéances, les révisions, les dates de réparation. En fait, faut savoir qu'il n'y a pas que des personnes malveillantes propriétaires de voitures. Il y a aussi des gens qui sont juste négligents, qui aimeraient entretenir la voiture comme il se doit, mais qui vont avoir par exemple la révision à faire juste avant de partir en vacances, et puis qui vont partir en vacances, ils vont revenir, ils vont être submergés de travail, ils auront roulé 2, 3 000, 4 000 km après la date de révision, et puis ils vont se dire « Ah mais ok, je vais attendre la prochaine révision », etc. Donc nous en fait on va prévenir ça, on va essayer de les notifier, on va leur apprendre que en fait plus ils attendent, plus il va y avoir de l'usure sur leur voiture, plus il y a de l'usure, plus ça va leur coûter cher en fluide, en huile, en consommation carburant, etc. Plus ils risquent de tomber en panne et au final ça va leur coûter plus cher. Donc on les challenge, on gamifie un petit peu justement ce process en leur disant plus vous respectez les délais d'échéance, plus vous allez gagner des points. Et donc, les points sont des remises chez nos partenaires, c'est du cashback, etc. Donc, en fait, on va les aider à mieux entretenir la voiture. Et donc, tout ça se fait à travers l'application mobile. Donc, c'est une sorte de coach. C'est en même temps un carnet d'entretien digital. C'est un coach de conduite. C'est une application qui va faire de la prévention, qui va faire de la prédiction également en fonction de ta conduite. Si tu as une conduite sportive et tu as le droit, eh bien, tes plaquettes peut-être suivront beaucoup plus vite que prévu. Donc, on va t'éviter d'attaquer tes disques et donc éviter que ça te coûte plus cher. Donc voilà, tout ça, en fait, on va avoir des mesures, des métriques qu'on va récupérer et qui vont permettre de mieux t'aider à entretenir ta voiture. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'accompagner, d'être
un compagnon en fait du conducteur. Et vous comptez combien d'utilisateurs à ce jour? Alors aujourd'hui, en fait, en B2C, on a très peu d'utilisateurs. On a 3500, 3600 utilisateurs. C'est déjà très bien. Alors ouais, sachant qu'en fait, on n'a pas réellement fait de com B2C. Ok. Moi, au départ, au tout début de l'aventure, je voulais une B2C. Parce que je voulais tout de suite que la terre entière ait Connect dans la poche. Et puis très rapidement, et en fait, on a pivoté durant le Covid, mais très rapidement, je me suis rendu compte que pour être B2C, il fallait être américain. Tu ne pouvais pas être français. Parce que quand tu es français, en fait, tu lèves de l'argent. Ton premier tour, c'est 100 000, 150 000 euros. Tu vois, ça va t'aider à faire ton pilote. Ça va t'aider à développer quelques features, mais ça va pas t'aider à faire de la com. Et quand tu es américain, ton premier round, tu vas lever 2-3 millions de dollars, tu vois. Et donc là, tu peux faire de la com à outrance et ainsi de suite. Donc non, quand tu es français ou européen, tu fais du B2B d'abord. Tu fais du B2B pour aller chercher du chiffre d'affaires, pour avoir du track record. C'est ce que les investisseurs te demandent aujourd'hui. Avoir du MRR. J'adore ces 3 lettres. Donc c'est le revenu mensuel récurrent. Donc aujourd'hui, quand tu discutes avec un investisseur, c'est quel est votre MRR? Et puis si t'as pas de MRR, tu reviens quand tu seras plus grand. Ouais. Tu vois. Donc voilà. Donc en fait, et pour avoir du MRR, faut avoir du revenu. Et donc pendant le Covid, on s'est dit ok, ça va être difficile. On n'a pas assez d'argent pour faire du B2C. Il faut de la com. Et puis en plus, le Covid n'aidant pas, de toute façon, personne prend sa voiture. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, en fait, ce qu'on veut faire pour le B2C, ça peut aussi servir pour le B2B, pour les entreprises qui ont une flotte de voitures. Une flotte pour leurs commerciaux, leurs cadres dirigeants, leurs techniciens. Et on va aider, en fait, les entreprises à mieux entretenir leurs véhicules. Pourquoi? Parce que dans les entreprises, un commercial qui a une voiture de société, il en a rien à carrer de sa voiture. C'est pas la sienne. Ouais. Donc lui, son truc, c'est de faire du chiffre. Il va aller voir ses clients. Et au moment d'entretenir sa voiture ou de l'emmener en révision, il s'en fout, il va pas le faire. Mais au final, l'entreprise, elle va récupérer les véhicules en fin de contrat qu'elle va rendre aux loueurs. Ouais. Les voitures sont mal entretenues, elles sont souvent en piteux état, mais le gestionnaire de flotte s'en rend compte au dernier moment. Ouais. Et ouais, donc il n'a pas le temps de les remettre en état. Il les rend tels quels aux loueurs. Il se prend des pénalités de folie. Et ça va jusqu'à des 4 000, 5 000, 6 000 euros en fonction de la gamme de la voiture. Le loueur, bien sûr, lui, il impose ses pénalités, mais en termes d'image, il en prend un coup. Donc c'est tout le temps un fight en fin de contrat entre le loueur et le client. Et puis, in fine, le loueur, même s'il a récupéré des pénalités, il s'y retrouve pas financièrement. Donc il vend la voiture sur le marché de l'occasion complètement décoté, à moins 30, moins 40%. Et sur le marché de l'occasion, c'est le consommateur, c'est toi, moi. Quand on achète cette voiture, en fait, on achète une voiture qui a mal été entretenue. Et puis derrière, on va subir les éventuelles pannes qui vont arriver. Donc voilà, donc nous, on prend le problème, en fait, dès le départ. Ouais. On dit, grâce à notre application mobile et un outil de gestion de flotte qu'on propose à l'entreprise, les deux connectés, les informations, donc toujours cette gamification, on va aider le collaborateur à mieux entretenir sa voiture. Les informations vont être remontées instantanément sur l'outil du gestionnaire de flotte qui va avoir une vue en temps réel de ce qui s'est passé sur son parc et donc de mieux gérer son parc, de mieux anticiper les éventuelles réparations, mise à niveau en fait de la voiture avant de la rendre en fin de contrat au leaser. Ouais. Et donc le leaser est content, il va récupérer un véhicule qui est mieux entretenu, il va mieux le vendre. Et puis on boucle la boucle. Le consommateur final sur le marché local achètera une voiture un peu plus saine. Et donc voilà, et tout le monde sera content. Donc là aujourd'hui, on a lancé donc cet outil de gestion de flotte tout récemment, c'est en juillet. On a nos premiers clients qu'on a onboardés et puis voilà, pour le moment on a 400 véhicules qui sont en base. On est en train de travailler avec un leaser pour rentrer 3000 véhicules. Donc voilà, ça démarre. On a un premier partenariat qui est en cours. Ne me demande pas qui, je te le dirai pas pour l'instant parce que c'est pas encore officiel. Mais en tout cas, qui a un grand réseau de réparateurs en France et en Europe. Donc voilà, donc ça commence à prendre petit à petit et en tout cas, c'est un beau démarrage là depuis juillet.
Et tout à l'heure, tu parlais de chiffres, MRR, track record, tout ça. Vous avez des résultats satisfaisants là pour le moment lorsque vous allez pitcher Ouais. chez des investisseurs? Ah mais alors, chez des investisseurs, oui, carrément. Alors, certains attendent justement ce MRR, mais qu'on commence à avoir. Par contre, là où on a des retours hyper intéressants, c'est justement quand on va aller voir ces réseaux de réparation, les assurances. On discute beaucoup avec les assurances qui sont friands de ce qu'on fait. Les concessions également ont besoin aujourd'hui de fidéliser leurs clients. Aujourd'hui, en fait, une concession, elle va vendre le véhicule à un client, un véhicule neuf. Elle va éventuellement savoir à quel moment le véhicule sera revendu. Donc, soit en faisant une reprise, généralement en faisant une reprise, donc elle va pouvoir revendre un autre véhicule neuf. Donc, elle va, je dirais, garantir en fait d'avoir ce même client pendant un laps de temps. En revanche, le véhicule, dès qu'il est vendu sur le marché de l'occasion, là, c'est une perte. Ils savent plus. Le véhicule est revendu à quelqu'un d'autre. La concession perd cette connexion avec le véhicule. Donc, grâce à notre système, la concession saura à quel moment le véhicule est vendu, à qui, et pourra proposer des services de garantie, des services d'assistance, vendre du service. Et ce, tout au long de la vie du véhicule. Et aujourd'hui, ça a beaucoup de sens parce que de plus en plus, on veut faire durer les véhicules de plus en plus longtemps. Il y a des marques comme Volkswagen par exemple qui remarketent les véhicules, qui leur donnent une nouvelle vie, un peu comme on redonne une vie à un smartphone, et donc qui reproposent une garantie de 5 ans, 7 ans, etc. Donc c'est vraiment la tendance. Et pour ça, il faut avoir un suivi très précis en fait des voitures dans le temps pour pouvoir leur redonner une deuxième vie. Et donc grâce à notre système, on va permettre en fait aux marques de faire ça. Donc ils sont hyper intéressants. Les assurances, j'en ai parlé, elles ont besoin de savoir ce que sont les véhicules, quels sont les véhicules qu'elles assurent, quelle est leur intégrité, quel est leur suivi, est-ce qu'il est bien entretenu, pas bien entretenu, pour adapter la prime. Pareil, le rêve d'une assurance aujourd'hui, c'est de faire de la prime d'assurance en fait, taillée à la personne, customisée. Donc jusqu'à maintenant, c'est plus du profilage. Mais grâce à notre système, ça va être réellement par personne, tu vois, et non plus homme, femme, rural, c'est plus sur des segments en fait. Exactement, ouais, complètement. Vous avez combien d'employés? Alors aujourd'hui, c'est une équipe de 6 personnes en interne, et puis on a 4, 5, 6 freelance et partenaires techniques en plus, donc ça fait une équipe d'une douzaine de personnes. Et ça fait quoi de passer de 60 salariés à 12 salariés? C'est un sacré confort. Ah ouais? Ouais. C'est aujourd'hui le modèle, tu vois, dizaine de personnes, je pense qu'il est très très bien. C'est la core team. Les personnes qu'on va embaucher, ça va plus être peut-être des business développeurs ou des spécialistes en fait de tel ou tel domaine. Mais aujourd'hui, sur un plan technique, je vais avoir les personnes qui seront les personnes clés qui vont développer quelque part le moteur en fait de notre outil. Mais non, avoir une batterie de développeurs, ça n'a aucun sens. Je le ferai plus, c'est fini. Donc on a aujourd'hui la chance d'avoir un partenaire qui travaille avec nous. Et donc avec lequel on va travailler. Si on a besoin d'une ressource pour développer une nouvelle feature ou autre, eh bien on fait appel à eux et c'est très bien. Et on a notre noyau technique en interne et puis voilà, donc pour des besoins, pour des évolutions, pour développer des API ou ce genre de choses. Là on n'a pas besoin d'embaucher. On a notre sous-traitant et c'est très bien comme ça. Ok. Et sur votre site internet, j'ai pu voir que vous serviez également de la blockchain. Oui. Comment vous vous en servez pour l'intégrer dans ce processus? En fait, toutes les données qu'on récupère, j'avais parlé de sécurisation des données tout à l'heure. En fait, les données qu'on récupère, on les stocke sur la blockchain. Et comment on les stocke? On génère chaque véhicule à son NFT. Alors, on n'est pas dans les NFT, tu vois, les gifs, les singes, les machins. C'est pas du NFT de collection. C'est un NFT en fait d'utilité. Dans ce NFT, c'est un fichier. On le prend comme étant un fichier. Est-ce qu'on peut redéfinir ce qu'est un NFT pour... Ouais, en fait, un NFT, c'est un token, donc c'est un fichier non fongible. C'est-à-dire que c'est un fichier qui n'a pas son égal.
qu'il n'a pas son double, il n'est pas duplicable. Ok. Et là, ça a du sens, puisqu'il n'y a pas deux voitures identiques. Alors bien sûr, tu vas sortir de l'usine deux Peugeot 208 ou deux Renault, la nouvelle Renault 5. Bien sûr, elles sont identiques sur le papier. Mais en réalité, non. Elles ont un numéro de série qui est différent. Elles ont des pièces qui sont différentes. Et puis, dès le premier kilomètre, elles deviennent différentes. Parce que elles ont un usage qui est différent. Donc, chaque NFT correspond à une voiture et pas une autre. Donc, le NFT devient le jumeau numérique de la voiture. Et dans ce NFT, on va stocker toutes les informations qu'on collecte. Donc, tout l'historique, les factures, les documents, les contrôles techniques, le carnet d'entretien digital est dans ce NFT. Et donc, la vie de la voiture est stockée dans ce NFT. Et ce NFT, donc, qui est sur la blockchain, rend les informations donc sécurisées d'une part, mais non modifiables. Et c'est ça, pour nous, le vrai intérêt de notre système. Et la blockchain, c'est ce qu'elle nous apporte en réalité. Donc on me dit toujours oui, mais pourquoi la blockchain et pourquoi pas les systèmes actuels? Les systèmes actuels ne permettent pas ça. Aujourd'hui, en fait, un serveur centralisé, d'abord, il peut être hacké facilement, enfin facilement ou pas, mais en fonction des niveaux de sécurité qu'on a mis en place, mais il peut quand même être hacké. Un serveur, c'est des bases de données centralisées qu'on peut modifier si on le souhaite. C'est une application mobile que l'utilisateur a. Si au final il a envie de changer la facture ou autre, il peut la modifier. Là non, là tout est en amont, pris à la source, stocké sur la blockchain. Donc la facture, elle vient directement du professionnel. On la stocke sur la blockchain, elle ne sera pas modifiée. Évidemment, le professionnel, si vous s'amusez à la trafiquer, il pourra le faire. Mais quel est l'intérêt? Il n'y en a pas. Donc on va... les professionnels sont nos validateurs. Dans la blockchain, on parle d'oracles. Ce sont nos oracles, quelque part. Donc c'est eux qui vont valider l'information. Une fois qu'elle est validée, nous, on la stocke et on la certifie. Et donc, ça devient une garantie de l'intégrité de l'information de la voiture. Et c'est totalement dans l'ère du temps. C'est complètement dans l'ère du temps. Aujourd'hui, c'est pas encore totalement mainstream parce que la blockchain, on l'associe encore trop à de la crypto, au Bitcoin, mais c'est pas que ça. La blockchain, pour moi, il faut la prendre comme étant, c'est l'Internet, c'est un autre Internet, c'est un Internet décentralisé. Tu vois, c'est comme si aujourd'hui on disait l'Internet c'est Facebook. Non, l'Internet c'est pas Facebook. L'Internet c'est Amazon, c'est mon site web, c'est mon application mobile, c'est la blockchain qui est sur Internet. Mais la blockchain c'est pareil. C'est de la crypto, c'est de l'application, c'est de la sécurité de l'information, c'est de la validation d'information, c'est de la traçabilité, c'est plein de choses. Et demain, la blockchain sera dans tous nos usages. C'est un système qui sécurise les données et qui permet de les horodater, super important, et donc de garantir en fait leur intégrité, leur traçabilité. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. C'est valable dans l'automobile, donc domaine qu'on gère. C'est valable dans l'alimentaire. Aujourd'hui, on a besoin de tracer les cycles de vie de produits, par exemple alimentaires, s'assurer qu'ils ont respecté les chaînes de froid, par exemple, etc. La blockchain, elle est bien taillée pour ça. Par design, elle permet ce genre de choses. Totalement. Quels sont, toi, tes conseils pour réussir sa levée de fonds? Pour quelqu'un qui nous regarde, qui est aussi pareil dans le processus de levée de fonds, quels sont tes conseils que tu aurais à lui donner? Alors, conseil, c'est d'abord valider, avant d'aller chercher, avant d'aller lever des fonds, c'est d'abord valider son produit, valider son idée. Souvent, en fait, les entrepreneurs ont tendance à vouloir développer quelque chose et développer quelque chose de fini avant de le proposer au marché. Un investisseur n'investira pas aujourd'hui dans un produit fini qui n'aura pas été validé par le marché. Toi, tout à l'heure, je disais, les investisseurs veulent du MRR. En fait, ils ne veulent pas être rassurés par le fait que tu saches aller chercher du chiffre d'affaires. Ce qu'ils veulent savoir, c'est que ton produit ou ton service correspond à un besoin, qu'il y a preneur en face, qu'il y a un marché, qu'il y a des gens qui vont l'acheter. Donc, avant d'aller voir un investisseur, il faut t'assurer de ça. Et pour t'assurer de ça, tu n'as pas besoin de développer le produit. Il faut d'abord
faire un pilote. Donc, ce que je conseille avant tout, c'est d'avoir un pilote, même si c'est quelque chose qui est en, comment dire, juste sa position d'image ou peu importe, mais quelque chose en fait que tu veux montrer, tu dis à ta cible potentielle, voilà ce que je veux faire, qu'est-ce que vous en pensez? Et si jamais ça accroche, tu vois, et bien là, tu commences à développer le produit. Donc d'abord, tu développes avec tes propres fonds, avec éventuellement ce qu'on appelle du love money. Donc tu vas aller t'adresser d'abord à ton entourage, prendre des billets de 500 euros par-ci, 1000 euros par-là, éventuellement faire du crowdfunding. Donc ça, c'est bien pour des phases d'amorçage, pour aller chercher tes premiers milliers d'euros en investissement. Et une fois que tu as fait ça, ben, ça te permet en fait de développer cette fois-ci le produit, mais je dirais dans ses premières, développer le noyau du produit, hein, les premières fonctionnalités qui vont là te permettre de tester le marché. Tu vas de le proposer en fait à des clients, des bêta-testeurs. Et puis à partir de là, une fois que tes clients sont prêts à payer, éventuellement payent un petit peu, là tu peux aller chercher des investisseurs, des business angels d'abord. Tu vois, qui vont mettre non plus des 500 euros, 1000 euros, mais plus du 5000, 10 000. Tu vois, il faut y aller crescendo. Et on les trouve où ces business angels? Alors, tu as des clubs de business angels. Tu as aujourd'hui, il y a beaucoup de business angels qui sont rassemblés dans des associations, des clubs. Mais pour moi, les premiers business angels sont des gens qui font partie de ton entourage ou de l'entourage de ton entourage. En investissement, c'est bien. Enfin, c'est plus facile quand tu es recommandé. Tu vois. Donc, quand tu vas chercher des investisseurs qui t'ont été présentés par quelqu'un, c'est beaucoup plus simple. L'investisseur est rassuré. Il est beaucoup plus enclin à miser sur toi et à mettre un petit billet. Quand tu vas avoir des investisseurs, donc des clubs de business angels et autres, il faut parfois ramer. Mais il y a aujourd'hui, il y a plein de réseaux de business angels. Et souvent, en fait, ils investissent quand tu as une première traction, tu as un début de traction. Quand tu as des premiers business angels, d'abord de ton entourage qui t'ont suivi et qui ont mis un premier ticket. Mais aujourd'hui, oui, des business angels, il y a plein de clubs. Enfin, je peux en citer. Là, je les ai pas en tête, mais il y en a plein. Ouais, sur Internet, on en trouve énormément. Ok, c'est intéressant à savoir. Toi, quelles sont tes perspectives d'évolution du coup avec Connect? Le monde. Le monde. Non, mais aujourd'hui, enfin, je dis le monde, en fait, c'est important d'avoir un but. Moi, aujourd'hui, évidemment, je veux pas être franco-français. Ça n'a aucun sens parce que d'abord, les voitures sont pas franco-françaises. Aujourd'hui, une voiture, tu l'achètes en France, elle part en Allemagne, elle part en Italie, elle revient en France, etc. Donc, les voitures traversent les frontières. Donc, notre business, par essence, est international. Les partenaires qu'on a sont à l'international. Donc, très rapidement, on veut déjà traverser les frontières. En périphérie, les premiers partenaires sont européens. Donc, rapidement, on va aller sur l'Europe. Mais donc, moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'aller vers les pays européens très, très vite. D'abord parce que ça va être plus simple, hein. En termes de réglementation, on a pas mal de choses qui sont régies par les lois européennes. Donc ça c'est beaucoup plus simple pour nous. Et puis derrière, très rapidement, moi l'objectif c'est d'aller à l'extérieur de l'Europe. Et moi ma volonté en fait, c'est de faire de Connect un standard dans le secteur auto, un standard de la traçabilité. Qui aujourd'hui n'existe pas en réalité. Il y a pas aujourd'hui tous les acteurs du secteur auto travaillent de manière indépendante. Les constructeurs de leur côté, les assureurs de l'autre, les réseaux de réparation de l'autre, et ainsi de suite. Et il n'y a pas de plateforme qui puisse permettre une interaction entre tous ces métiers. Et je veux faire de Connect cette plateforme-là. Et moi, je pense qu'il y a aussi un marché qui peut être intéressant pour vous, notamment les pays, je vais encore le redire, les pays africains. Oui. Parce que chez nous, on a énormément de voitures importées de l'Europe dont on ignore tout de l'historique. C'est ça. Parfois, il y a des voitures accidentées, on ne sait pas, on les achète, quelques mois plus tard, on se rend compte que ça ne marche pas bien, tu vois. Exactement. Et ça répond moi un réel besoin, mais vraiment, j'en connais qui payeraient pour vraiment savoir
l'historique des voitures qu'ils achètent. Ouais, complètement, complètement. Les véhicules, quand ils partent d'Europe, en fait, ce sont déjà des cercueils roulants. Ouais. Mais c'est réellement ça, c'est réellement ça. Et on le sait. Et c'est dramatique. Donc, mais oui, il faut aujourd'hui, je pense qu'il y a un besoin, il y a un réel besoin, enfin, je le pense pas, j'en suis persuadé, il y a un vrai besoin d'avoir des contrôles. Et je sais qu'il y a pas mal de pays qui mettent en place des contrôles aux frontières et qui d'ailleurs interdisent des véhicules qui ont plus de X années. Ouais. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Aujourd'hui, un véhicule de 3 ans, 4 ans peut avoir été accidenté et peut ne pas devoir rouler. Et souvent, c'est ces véhicules-là qui sont plus acceptables en France ou en Europe, qui vont à l'étranger, sur des marchés où il y a moins de contrôle. Si ce n'est juste l'âge. Mais s'ils ont l'âge requis, ils passent quand même la frontière. Et c'est là où la traçabilité a tout son sens. Et c'est là où notre solution a tout son sens. Tu vois ? Donc oui, clairement, les pays africains, les pays émergents en général, sont friands de ce type de solution. Et on va y aller. Totalement. On va y aller. Ah bah, avec plaisir, hein. Vous allez vraiment répondre à un réel problème là-bas. Oui, complètement. Et si tu devais, toi, aujourd'hui, reprendre des zéros avec 1500 euros, comment est-ce que tu t'y prendrais? Qu'est-ce que tu ferais? Pas forcément Connect, mais qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui avec 1500 euros? Alors, aujourd'hui, je ferais de la crypto. Ouais, je ferais de la crypto. Ok. Mais comment de la crypto? Du trading? Du trading. Ouais. Moi, je trade un petit peu. J'aime bien. Sur des petites échelles de temps? Exactement, du day trading. Ok, du day trading. Alors, je fais pas ça, c'est pas mon... comment dire? Je fais ça entre deux. Moi, aujourd'hui, ce qui me prend énormément de temps, c'est Connect. Mais malgré tout, je m'intéresse à ça, parce que je ne veux pas passer à côté. Et je m'intéresse beaucoup à Bitcoin. Donc, je ne m'éparpille pas. C'est vraiment la crypto qui m'intéresse. Et je ne m'éparpille pas parce que je n'ai pas le temps de m'éparpiller en réalité. Et donc d'apprendre, parce que quand tu t'intéresses à la crypto, il faut apprendre. Il y a des mécanismes, il y a des choses qu'il faut connaître. Donc voilà. Donc moi je suis vraiment focus là-dessus. Mais aujourd'hui, si je devais repartir de zéro, ouais, je pense que je ferais que ça. Et quand tu fais ton trading, tu fais essentiellement du fondamental? Je fais du fondamental. Alors, en fait. Ouais, en fait, aujourd'hui, je découvre encore. Je découvre et j'apprends. Et on apprend sans arrêt. Donc là, aujourd'hui, je m'intéresse pas mal, et depuis quelques mois, je fais pas mal de futures, donc du levier. Et ouais, ça me... Ça va vite, ça. Ça va vite. Ça va les deux sens. Ouais, en fait, il faut être hyper serein. Et je pense qu'il faut... il y a beaucoup de psychologie dans le trading. Et si tu te fais avoir, si tu te fais submerger par tes émotions, c'est mort. Tu te fais avoir en fait, tu perds tout. Donc non, moi je suis quelqu'un qui émotionnellement j'arrive à me gérer, donc c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple. Et ok, je prends note. Non, mais aujourd'hui, non, blague à part. Alors oui, mais perso, parce que j'ai découvert le trading et donc c'est quelque chose qui me plaît bien, j'aime bien. Mais non, aujourd'hui il y a plein de choses. L'IA, il y a énormément de choses à faire dans l'IA. Là, je pense que si je devais, et d'ailleurs, ceux qui nous écoutent peuvent peut-être se lancer là-dedans. Mais aujourd'hui, si je devais démarrer un business, là, il y en a un que je démarrerais. C'est la rencontre avec des algorithmes IA, des sites de rencontre en fait, ou des apps de rencontre intégrant des algos d'IA. Pour mieux comprendre les besoins. Pour mieux comprendre les besoins, pour mieux cerner les personnalités des uns et des autres, et faire matcher en fait en fonction de ta personnalité. Ok. Tu vois, aujourd'hui en fait sur les apps de rencontre, tu dis ce que t'aimes. Et puis l'algo dit en gros je sais pas, t'es sportif, on va te dire tiens, elle peut te plaire, elle est sportive, t'aimes bien le vin, elle peut te plaire, elle aime bien le vin.
Mais je pense qu'avec l'IA, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller vraiment beaucoup plus loin. Et donc, j'ai plein d'idées. Donc ceux qui veulent se lancer là-dedans, me contactent. J'ai quelques idées là-dedans. On mettra ton LinkedIn, toutes tes informations. Ah, mais carrément, avec plaisir. Avec plaisir. Tu as aussi rédigé un livre. Oui. On va le montrer. Voilà. Tu as rédigé un livre 100 tips pour devenir un super entrepreneur Yes. de Francis H.M. Disponible sur Amazon. Sur Amazon, ouais. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce livre? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre, en fait, est issu de notes que j'ai prises pendant des années. Ok. J'ai toujours eu envie d'écrire, en fait. Et donc, j'avais un petit bloc-notes sur mon ordi et je prenais des notes, je prenais des choses. Dès qu'une idée me venait à l'esprit, donc je la notais. Et est arrivée donc cette belle période du Covid où soit on s'éclatait à faire des apéros en ligne, soit on faisait du sport, soit on se découvrait de nouvelles passions. Moi en fait j'ai exploité cette passion que je n'avais pas encore mais que j'avais envie de mûrir et j'ai repris mes notes, je les ai travaillées et j'en ai profité pour écrire ce livre. Donc le livre est sorti en 2001. Donc sur Amazon. Et l'idée c'était quoi? C'était avant 2001, durant les 3, 4, 5 années qui précédaient, j'ai beaucoup accompagné des start-upers pour les aider à penser leurs projets, à travailler leur vision, à monter leur entreprise. Etc. Et donc je me suis dit au bout d'un moment, donc en repensant à mes notes, à mon livre et ça, je me suis dit plutôt que de faire du one-to-one, pourquoi justement ne pas écrire ce livre qui pourrait du coup s'adresser à plein d'entrepreneurs ou entrepreneurs en devenir. Et donc ce livre, 100 tips pour devenir un super entrepreneur, en fait c'est un livre de développement personnel pour entrepreneurs. Okay. Ça peut être du développement personnel tout court, hein, mais très axé entrepreneur. Donc ça va traiter du mindset de l'entrepreneur, ça va traiter de la gestion de l'échec, des croyances limitantes, de la peur d'entreprendre, de la peur du nouveau, etc. Et l'idée au travers de mon expérience, mais aussi au travers de l'expérience de gens qui m'entourent, mais également de ce que j'ai pu lire par ailleurs. Donc j'évoque de temps en temps justement Richard Branson ou Elon Musk, donc des gens qui m'inspirent. Ils pourraient être mes mentors en réalité, sont mes mentors virtuels, mais et j'ai lu énormément de livres en développement personnel, en psychologie. Donc voilà, c'est un condensé de plein de choses de tout ça dans ce livre en 100 fiches. Et donc j'ai voulu quelque chose qui soit hyper digeste, qui permette aux jeunes entrepreneurs qui, cette nouvelle génération n'aime pas forcément lire, de pouvoir lire des tips de manière simple, illustrée. C'est pas du noir sur blanc. Il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup. C'est un peu fait à la mode Instagram, comme un post Instagram, avec des tips, des conseils. À la fin de certains tips, il y a soit de l'expérience, soit des exercices, soit des conseils directement à mettre en pratique. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Donc voilà, j'ai voulu partager pour ceux qui ont envie d'entreprendre et qui n'osent pas franchir le pas, tous mes conseils et mon expérience. C'est disponible sur Amazon. Je vous invite très fortement à aller regarder. Je mettrai aussi le lien dans la description. Francis, il y a un point que tu as abordé au début. Ouais. Tu parlais de faire du sport. Oui. Il faut savoir que toi, tu fais des ultra trails, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai découvert l'ultra trail par hasard. Alors les ultra trails sont des courses de longue distance en montagne. Ce sont des courses nature. Donc c'est et de la longue distance et du dénivelé. Et donc moi j'adore le sport. J'ai toujours fait du sport. J'ai toujours été sportif. Mon sport de prédilection c'est le squash depuis je crois 15, 16, 17 ans maintenant. Mais j'ai toujours
couru voilà, en marge de mes sports. Donc des petites distances, hein, des 10 km, 20 km, souvent après mes séances de squash à l'époque. Et puis j'ai fait à l'âge de 40 ans, il fallait que je fasse un marathon, donc j'ai fait mon marathon. Et donc voilà, ça a été ma première longue distance, donc le marathon. Et un jour, sur un événement sportif, je rencontre une personne qui me raconte l'aventure du marathon des sables, qui avait fait le marathon des sables. Donc le marathon des sables, c'est une course de 230 km au Maroc, dans le Sahara, sur 6 jours, en autonomie totale. C'est-à-dire que tu cours pendant 6 jours avec ton sac à dos et tes vivres. Donc la seule chose qu'on te donne, c'est l'eau à chaque ravitaillement. Il me raconte ça, et pendant qu'il me raconte ça, en fait, il me dit à quel point c'est une aventure humaine. C'est pas qu'une aventure sportive, c'est vraiment une aventure humaine, parce que tu vis en presque totale autarcie. Donc il y a 1200-1300 coureurs sur des bivouacs qui sont donc démontés et remontés pour chaque étape. Et c'est 7-8 coureurs partantes berbères, donc dans le désert. Ouais. Et il me raconte ça, et je bois ses paroles, en fait. Et voilà, plus rien. L'année d'après, même événement, je le revois. Et il me raconte ça de nouveau. Et là, cette deuxième année, je suis avec ma femme à l'époque. Donc elle était sur l'événement avec moi. Et puis elle me voit être hyper absorbée. Et puis elle me dit, tu veux le faire, hein? Je dis, oh putain, oui. Et le mec entend ça et il me dit, tu veux? J'ai dit, mais carrément. Et il me dit, bah, je te trouve un dossard. Et ça, c'était un mois de décembre. Et la course, donc c'est une course qui a lieu tous les mois d'avril. Et donc, il me trouve un dossard en février. Il me dit, Francis, t'as un dossard. Tu peux y aller. Et donc, en février, je fais 2 sorties. Une sortie de 20 km et une sortie de 30 pour voir ce que ça fait avec un sac à dos plein de riz. Pour avoir le poids. Ouais. Et puis voilà, en avril, le 4 avril, je crois, 2013, je me lance dans cette aventure que je connais pas, donc de l'ultra trail. Et j'adore. Et juste pour revenir sur le Maroc, tu fais du coup plus de 200 km avec combien sur le dos? Alors le premier jour, donc moi j'avais 7 kilos. Donc c'est un sac à dos dans lequel tu as, alors c'est de la nourriture lyophilisée. C'est tes barres, tes graines, tu vois, des pistaches, des choses qui sont hyper énergétiques, donc qui te permettent de requinquer durant la course, hein, ouais. Parce que t'es sous la chaleur, il fait 45-50 degrés, t'as de la flotte, t'as des poudres quand même pour de l'énergie. On te donne à chaque ravito des pastilles de sel pour éviter la déshydratation. Et d'ailleurs, à la fin des 6 jours, ton t-shirt, il tient debout. Tellement il est absorbé de sel. Ah oui. Tellement il est absorbé. Ouais, tu vois, c'est tout ce que tu. Parce que évidemment, t'as pas de fringues de rechange. Hein. Ouais. Tu cours avec la même tenue pendant 7 jours. Ouais. Tu peux pas laver. Ouais. T'es limité par le poids. Tu vois, donc déjà voilà, t'es au minimum du minimum, ton sac fait 7 kilos. Et tu cours le premier jour avec 7 kilos. Pour moi qui pèse 62-63 kilos, c'est une horreur. C'est une enclume que tu as sur les épaules. C'est beaucoup. Ouais. Donc c'est super difficile. En fait, les deux premiers jours étaient horribles. Et puis ensuite, tu manges la nourriture, les 4 premiers repas. Du midi de l'après-course et du soir, et donc au bout de 2 jours le sac s'allège, et donc ça devient un peu plus simple au niveau du dos, mais après t'as tout le reste, t'as les pieds, t'as le corps, c'est une horreur absolue, hein. C'est l'exercice en fin de journée, c'est soigner les ampoules pour pouvoir repartir le lendemain. Ah oui. Ah mais c'est une horreur absolue. Mais tu n'as pas peur quand tu te retrouves tout seul dans le désert comme ça, tu n'as pas peur pour ta vie? Non, parce que c'est assez safe. Alors, sur cette course-là, tu vois, tu as 1200-1300 coureurs et l'encadrement, c'est 4000 personnes. Ok. Donc, il y a des médecins, il y a des gens qui encadrent, etc., qui ont balisé également sur le parcours. Le parcours est balisé. Donc,
t'as très peu de risques de te perdre. C'est déjà arrivé, hein. Un mec qu'on retrouve 2 jours après, qui s'est perdu dans le désert la nuit, c'est déjà arrivé. Mais c'est quand même assez rare. Et si tu veux, voilà, t'as toujours en fait en ligne de mire, t'as soit une balise, soit un autre coureur devant toi, même si c'est loin. Donc c'est quand même assez balisé. Donc il y a pas réellement de crainte. Non, la crainte c'est la déshydratation, c'est l'abandon, la blessure éventuellement, tu vois. Mais c'est les seules craintes. Et puis voilà. Et puis après c'est toi, t'es livré à toi-même. Hein. C'est à toi de te surpasser et d'aller au bout de ta course en réalité. Et comment tu fais pour te forger un tel mental? Tu pars en te disant je vais courir 200 km dans le désert. Ouais, c'est super intéressant comme question et c'est un sujet que j'adore. En fait, quand cette personne m'a dit est-ce que tu veux le faire et que je lui ai dit tout de suite oui sans même réfléchir, c'est parce que je me connais en réalité. Et je sais que je suis quelqu'un qui n'abandonne pas. J'ai un mental d'acier en réalité. Et quand tu es entrepreneur, si tu n'as pas un mental en acier forgé, tu peux échouer et tu ne te relèves pas. Si tu veux continuer en tant qu'entrepreneur, il faut être capable de se relever en permanence. Et quand tu apprends à te relever, en fait, tu te connais et tu essaies d'anticiper tes échecs, tu essaies d'anticiper tes problèmes, et c'est vrai que tu te forges un mental d'acier. Et dans le sport, c'est exactement la même chose. Et en fait, quand j'ai accepté de faire cette course, j'ai accepté parce que je connais mon mental. Je savais, physiquement, je savais pas. C'était une vraie inconnue. Hein. 6 mois auparavant, j'avais juste fait un marathon. Tu vois ? Et donc, je savais pas ce dont j'étais capable. J'étais pas préparé à ça. En revanche, mentalement, j'étais carrément préparé. Je savais que j'étais capable de. Donc, je m'étais dit, si de toute façon, le physique flanche, on s'en fout. Il y a le mental qui va prendre le dessus. Tu vois, il y a le cerveau qui va prendre le dessus. Ouais, mais si le corps, il peut plus avancer, il peut plus avancer. Le corps, c'est une machine. Le corps, c'est une machine. Le corps, et moi, je le dis tout le temps, et je l'ai vécu à chaque fois, parce que ce marathon des sables que j'ai adoré, je l'ai refait 3 ans de suite derrière. Et j'ai fait ensuite d'autres courses, d'autres ultra-trails, donc en montagne cette fois-ci, non-stop. Ouais. Donc, voilà, tu te découvres et tu découvres que ton corps n'a pas de limite en réalité. La limite, c'est ton cerveau. C'est ton cerveau et la limite, c'est la douleur. Mais la douleur est une information que ton cerveau envoie. Et quand tu sais ça, tu sais que ton cerveau envoie cette information parce qu'il a déjà vécu cette situation. Tu vois, il sait que, quand tu fais un marathon, tu as dû en entendre parler, et tout le monde le dit, c'est la légende, 33e kilomètre, on a tous une barre. La barre du 33e kilomètre. Mais putain, pourquoi ? Non, il y en a peut-être le premier, quand il y a eu le premier marathon, qui a eu une barre à 33 km, et puis ça s'est perpétué. J'en sais rien, je sais même pas. Mais c'est une légende, et on dit qu'à 33 km, tu as atteint une barre. Et du coup, tout le monde a une barre à 33 km. Tu vois, il y a une sorte de conditionnement. Non, mais c'est un truc de malade. Il y a une sorte de conditionnement, et c'est 33, alors 33 ou 36, hein. Mais voilà. Et c'est là où tu te dis, mais en fait, le cerveau, il est conditionné. Mais si tu arrives à le conditionner négativement, en disant à 33, tu vas avoir mal, tu peux le conditionner aussi positivement, en lui disant non, mon gars, 33, il va rien se passer. C'est l'autre qui va avoir, on s'en fout des autres. Moi, je vais aller à 34, et puis à 35, et puis à 36. Et moi, mon marathon, c'est comme ça que j'ai vécu. J'en ai rien à foutre des 33 km. Ouais. Enfin, le barre des 33. Et du coup, quand tu sais ça, tu dis que ton cerveau, en fait, c'est ton pote. Faut que tu en fasses un pote, faut que tu en fasses un allié. Faut pas que tu sois en fight avec lui. Et il faut surtout pas que tu le laisses prendre le dessus. Tu vois, ouais. Donc faut que tu en fasses un ami, et tu te dis et réellement, enfin, à chaque fois après coup, je me dis, si jamais il y avait un micro dans ma tête, les gens me prendraient pour un taré, parce que quand tu cours sur ce genre de course, tu te parles, mais réellement tu te parles, tu te dis, enfin, t'es tout à la fois, t'es une machine,
t'es un super-héros, t'es un robot, t'es plein de choses. Et tu dis ça à ton cerveau, tu vois, et tu lui dis, bah là je vais y arriver, ouais j'ai mal, ok, j'ai ma hanche, machin, ok j'ai mon genou, ok machin. Et en réalité, t'as pas mal là, t'es une douleur. Quand tu fais ce genre de choses, tu es une douleur, tu vois. Donc si tu écoutais ton cerveau, t'arrêterais tout de suite. Donc après, tu trouves des choses, tu joues. Moi, je joue en fait avec ma tête. Je compte les kilomètres. Parfois, je me prends pour Pac-Man. Tu vois, mais réellement, j'avais cette idée où chaque coureur devant moi était un fantôme. Il fallait que je gobe le fantôme. Tu vois, mais c'est plein de trucs débiles comme ça, tu vois, vu de l'extérieur. Mais ouais, c'est où tu te dis, je dois courir comme une machine, comme une locomotive, tu vois, et tu te vois, tu sais, comme les locomotives avec les bras, tu vois, et tu te dis, mes bras sont les bras des roues, et voilà, et je suis une locomotive, je suis pas un mec qui court, j'ai pas des muscles, j'ai pas les tendons qui ont mal, non, je suis une machine, et je suis lancé à pleine vapeur et j'avance. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça en fait. Et c'est ce qui fait que 5, 10, 20, 30, voilà, 40, 50, et tu finis ta course avec douleur, c'est clair, mais tu l'as fini. Tu l'as fini. Et tu as l'adrénaline, et tu as l'excitation, tu as plein de choses en fait. Et donc voilà, et ça, je l'ai fait parce que je savais que j'étais capable de prendre le dessus sur le mental, et que j'étais capable de maîtriser en fait, maîtriser la machine en réalité. Ah, c'est dingue, hein. C'est vraiment fou tout ce que tu me racontes. Moi, au bout de 10 km, je suis au bout de ma vie. Ouais, mais vraiment, il faut découper les choses. On en parlait un peu tout à l'heure. Il faut découper les épreuves, tu vois. Et c'est là où le côté entrepreneur m'a également servi. Quand tu entreprends, ou quand même un mec qui gère un projet, il découpe son projet. Il le découpe en étapes, il le découpe en comment dire, ce qu'on dit en sprint, quand tu es dans méthode agile, etc. Exactement. Et les courses, c'est exactement pareil. Moi, je les découpe. Moi, je pars pas pour un 160 km ou un 230 km. Jamais de la vie. Quand je cours, en fait, je déteste, si tu veux, faire la même chose. Courir autour d'un stade, je déteste ça. Pourquoi ? Parce que tu sais où tu es. Tu vois, et tu peux pas découper ta course. Donc, même un tapis, tu pourrais pas. Alors, un tapis, c'est différent. Un tapis, c'est différent parce que là, c'est pareil, je me mets en fait dans une, tu vois, une sorte de situation où je m'imagine des choses, où je me mets un film, c'est encore différent. Okay. Mais courir, si tu veux, sur un stade ou sur du bitume ou sur des lignes droites, où tu vois à la fin, tu vois, la ligne droite, en fait, tu vois pas la fin, mais c'est l'horizon, la fin, quelque part. Tu vois, je déteste ça. Autour d'un stade, je déteste ça parce que tu sais que un tour, 2 tours, un quart de tour, putain, il me reste encore 10 mètres, 20 mètres, tu vois le truc. Alors que sur ces courses-là, et là, du coup, tu peux pas réellement découper, c'est difficile. Sur les courses nature, tu peux découper. Tu peux découper par étapes. Moi, je découpe en fait par 5 km, tu vois. Et dans mes 5 km, c'est un buisson, c'est un arbre, c'est un virage, c'est un rocher, tu vois, et tu joues comme ça, toujours dans le jeu, en fait. Et c'est, voilà, pour transposer ça à la méthode agile, en fait, c'est plein de petits sprints. Et d'ailleurs, un sprint... en course, c'est des sprints aussi, hein, quand tu cours vite, mais c'est ça en fait. Tu vois, tu découpes, et puis à la fin, surprise, t'es arrivé, t'es dans le jargon de l'ultra trail, t'es finisher. Et là, t'as ton t-shirt finisher et t'es content. Wow. C'est incroyable. Et quelque part aussi, tu as l'alimentation qui va avec, non? Ouais. Parce que je le vois que tu es quand même bien physiquement, donc je me dis que tu dois contrôler ce qui rentre dans ton ventre. Toujours fait gaffe. Depuis gamin, quand j'étais jeune, je faisais de la muscu, alors pas pour être un bodybuilder, mais comme tout le monde, quand t'es gamin, t'as envie d'avoir les biceps, machin. Tu vois bien que le résultat n'est pas là, mais quand même. J'étais tout le temps à la salle, etc. Et je faisais toujours gaffe à mon alimentation. Moi, je suis capable, en fait, je mange pour me nourrir, je mange pas pour me faire plaisir. Même si
j'adore la bonne bouffe, je prends plaisir à manger, mais je ne mange pas pour avoir du plaisir. Tu vois, c'est différent. Ok. Et quand j'étais jeune, j'étais capable de manger mon blanc de poulet avec mes pâtes, sans sel, sans beurre, sans sauce, sans rien. Même repas, tous les midis, tous les soirs, tout le temps la même chose. Tu t'en fous de la saveur. Je m'en fous de la saveur. Mais réellement. Mais pourquoi tu vois t'infliges une telle pression? Mais c'est même pas une pression. C'est parce que, si tu veux, une fois encore, je mange vraiment pour me nourrir. Tu vois, c'est parce que je sais que l'alimentation, c'est un carburant. Si demain, tu remplaçais l'alimentation par des cachets, je pourrais le faire. Ça me dérange pas. Réellement, ça me dérange pas. Mais attention, je prends plaisir à manger. Tu me proposes un bon repas, je prends plaisir. Un truc en sauce. Maintenant, je suis un peu plus laxiste. Tu vois, je peux me faire un plat de pâtes avec des sauces, ça me dérange pas, c'est pas grave. Avant, c'était hors de question. Ma mère, à chaque fois, quand elle préparait, quand j'étais plus jeune, préparait à manger, il fallait mon truc à côté. Et avant qu'elle intègre la sauce dans le plat, je dis non, tu me laisses les pâtes et je les mange telles quelles. Ouais. Tu vois. Donc non, c'est pas, je m'inflige pas ça. Enfin, ça me gêne pas de manger. Alors, je veux pas dire de manger sans goût, mais voilà, de manger de la nourriture. Point barre. Ça me dérange pas. Donc j'ai toujours fait attention. Ok. Et puis aujourd'hui, c'est encore un peu. Enfin, c'est pas totalement comme ça, mais ça l'est encore un peu puisque je suis devenu végétarien il y a quelques années, donc il y a 5 ans, et je peux manger un plat avec du tofu. Le tofu, ça a 0 goût, mais ça me dérange pas. Mais vraiment, ça me dérange pas. Tu vois, je découpe mon tofu, j'ouvre le sachet, je le découpe, je le fous sur de la salade, je mets un petit filet d'huile d'olive, histoire de. Ouais. Mais ça passe très bien. Et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir végétarien? J'ai jamais eu d'appétence pour la viande. C'est jamais un truc qui m'a fait kiffer. Quand je mangeais de la viande, donc avant d'être entre guillemets conscient. Alors conscient, c'est à l'adolescence, tu vois, 15, 16, 17 ans. Je mangeais de la viande rouge, mais il fallait qu'elle soit carbonisée. Et puis au bout d'un moment, donc dès que j'ai commencé à pouvoir sortir et puis aller moi au resto, je demandais au serveur de la viande carbonisée, le mec il me l'amenait rouge. Je dis non, je vous ai dit noir. Il dit oui, mais ça va être une semaine, je veux, mais c'est exactement ce que je veux. Puis au bout d'un moment, je voyais que je faisais chier les mecs. Non mais réellement, les serveurs ils revenaient 2-3 fois à chaque fois. Puis au bout d'un moment, j'ai dit allez, j'arrête de commander de la viande rouge parce que d'abord en termes de nutriments ça sert à rien. Tout est cramé. Ouais. Et puis je fais chier mon monde, donc on arrête. Donc du coup, et du coup, je me suis rabattu que sur la viande blanche. Et donc la viande blanche, sans sauce, sans rien, et la viande blanche, tu peux pas la manger pas cuite, c'est infect. Ouais, donc voilà, elle est par défaut, elle est bien cuite. Et donc voilà, et donc jusqu'à il y a 7, 8, 9 ans, je mangeais de la viande blanche et j'ai arrêté la volaille il y a 7, 8 ans. Voilà, je suis sorti avec une fille à l'époque et puis elle était un peu comme moi, on mangeait de la viande blanche tous les deux, enfin plus de rouge mais blanche. Puis en discutant, au bout de quelques jours, on s'est dit tiens, on arrête la viande blanche. Ok. Sur un coup de tête. Sur un coup de tête comme ça. Et puis on a arrêté, et puis on mangeait que du poisson et des œufs. et donc voilà, et donc ça a duré. Et il y a pendant le Covid. Toujours ce fameux Covid. Je suis sur mon tapis de course et je regarde un documentaire de Game Changer, donc des culturistes véganes. Et là, je me dis, waouh, putain, c'est possible. Tu peux fabriquer du muscle en étant végane. Et moi, ma hantise, tu vois, je suis pas épais. Ma hantise, ça a toujours été de perdre du muscle parce que je fais beaucoup de sport et je dépense beaucoup plus de calories que je n'en consomme. Je me dis, si en plus j'enlève la viande, putain, j'aurais rien à bouffer, quoi. Je vais avoir la peau sur les os. Et là, les mecs te disent, non, on peut fabriquer du muscle en mangeant des graines, des légumineuses, en faisant attention à notre nourriture, etc. On peut fabriquer du muscle et être vegan. Et donc, et avec des substituts également. Et puis une alimentation assez équilibrée et variée malgré tout. Et là, tu vois des athlètes de haut niveau. Donc, le reportage est super bien fait. Donc, j'y ai cru. Mais j'y crois. Et c'était un soir. Et le lendemain, j'étais végétarien. Alors, je suis pas vegan, je suis végétarien.
Donc je mange pas d'œufs, je mange pas de poisson, je mange rien en fait d'animal. Maintenant, tu me présentes un gâteau dans lequel il y a de l'œuf ou du blanc d'œuf, c'est pas grave, je le mange. Mais je mangerai plus le bon œuf coulant sur son toast, avocat saumon dont je me gavais la dernière année avant d'être végétarien. Non, ça c'est fini. Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Ok. Et je m'en sors super bien. Tu vois? Ouais. Et même sur un plan énergétique, je me suis senti encore mieux sur le cours de squash en l'occurrence. Voilà, plus de pêche, plus vif, bon, carrément bien quoi. Tu n'as pas Carrément de bien. carence? Zéro carence. Et je prends pas beaucoup de compléments. J'ai 2-3 compléments, de la spiruline qui est donc de la protéine végétale à base d'algues, de la B12 qu'on devrait d'ailleurs tous prendre puisque même dans la viande aujourd'hui il manque de la B12. Ah bon? Ouais, c'est vraiment recommandé. Et puis c'est tout. Et puis ensuite j'ai un petit déj qui est très protéiné. Donc avec des flocons d'avoine, du yaourt au soja, des graines de chanvre, etc. Donc ça me cale bien toute la matinée. Et puis ensuite, après les repas du midi et du soir, soit j'incorpore de la protéine végétale, soit j'ai pas le temps. C'est une soupe, c'est pas très grave, mais j'ai ma spiruline qui va avec, etc. Donc, et ça me fait super bien. Et j'ai 0 carence. Waouh. C'est un monde totalement différent. C'est différent. Et quand tu manges chez toi, c'est facile. Alors, quand tu manges au resto, dans les grandes villes, c'est simple aussi. Hein. Maintenant, dans tous les menus, tu as toujours un plat végétarien. Par contre, dès que tu sors un petit peu à des grandes villes, dès que tu es dans les villages, ça peut être compliqué. Je me suis amusé avec un pote à faire quelques centaines de kilomètres en vélo, donc en passant par des villages de montagne, etc. J'ai bouffé des feuilles de salade dans les restos parce que t'avais rien quoi. Il y avait même pas de pâtes. Tu vois, c'était soit salade, viande, frites. Tu bouffes de la salade et des frites quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est 2-3 jours et puis après tu te rattrapes quand il y a moyen de se rattraper quoi. Ouais. Mais du coup, en fait, toi, tu as une conviction, en fait, tu te dis, il faut pas que je mange de l'animal ou c'est juste que, en fait, ça te plaît pas? C'est-à-dire que si tu arrives quelque part et qu'on t'en présente, il y a que ça, tu vas pas le manger? Ah non, je le mangerai pas. Non. Tu préfères rester affamé? Ouais, alors, ça m'est jamais arrivé, si tu veux, d'être 3-4 jours sans nourriture. Maintenant, tant qu'il y a de la salade ou des feuilles vertes ou autre, je mangerai des feuilles vertes. Tu vois? Mais oui, par contre, non, en 5 ans, 4 ans, j'ai pas mangé une seule fois de la viande. Et j'en mangerai pas. Non. Par contre, c'est pas par. Alors. En fait, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui drive cette. C'est pas le fait. Alors, bien sûr, la cause animale est largement défendable. Aujourd'hui, ce qu'on fait subir aux animaux, il y a quand même des atrocités. Mais je le fais pas pour ça. Ce qui se passe me gêne, mais ça n'a pas été mon moteur. Ce qui a été mon moteur, en fait, au départ, pourquoi j'aimais pas la viande rouge? Parce que la viande rouge, c'est nous, quoi. Tu vois, c'est la chair, puis tu vois, je m'imaginais en fait croquer dans mon bras quelque part. Okay. Donc c'est ça qui me dégoûtait. C'est pour ça que je voulais à chaque fois qu'elle soit hyper cuite, parce que la vue du sang, du rouge dans la viande me dégoûtait. C'était plus par dégoût au départ. Et puis voilà, ensuite crescendo. Et puis même la viande blanche, je mangeais pas n'importe quoi. Fallait que ce soit du poulet élevé en batterie, parce que le poulet qui gambade dans la prairie me dégoûtait. La dinde avec son truc rouge là, tu vas me dégoûter. Donc il y a beaucoup. Ça fait beaucoup de contraintes. Ça fait beaucoup de contraintes et en fait je mange beaucoup la psychologie. Tu vois, la bête où tu vois je mange pas de gibier, je mangeais pas de gibier, je mangeais pas de mollusques, ce genre de choses. Enfin, tout ce qui visuellement me dégoûtait, impossible de le manger. Ok. Impossible. Tu vois, donc du coup ça a été j'étais focus sur le blanc de poulet. Ouais. J'étais un mangeur de blanc de poulet et de poisson. Toi tu as un profil assez particulier. En général les gens ils deviennent véganes ou végétariens
pas vraiment pour la cause animale, mais que pour ça. Mais toi, du coup, tu as un aspect encore, tu vas encore plus loin dans le délire. Ouais. Alors, effectivement, les véganes, désolé les gars si je joue aux offenses, mais je les trouve parfois un peu tarés, avec ce côté, parce que, enfin, tu vois, ils vont pas manger de miel. Alors, certes, le miel est fait par les abeilles, mais c'est pas, il y a pas d'animal dans le miel. C'est les abeilles qui travaillent le miel, mais donc ils vont pas manger de miel parce que il y a, voilà, ça a été travaillé par les abeilles qui sont des animaux, quoi. Ok. Donc voilà, ils vont un peu loin, mais pourquoi pas après je respecte, hein. Ouais. Mais non, moi c'est pas ça qui m'anime. Moi c'est vraiment le dégoût. Alors ça me dérange pas de cuisiner. Mes enfants, quand moi je fais les courses aujourd'hui, alors il y a une phase où je faisais les courses pour moi et pour eux, donc je leur achetais de la viande, du poulet, etc. Et puis aujourd'hui, je les ai habitués en fait à manger végétal. Donc quand je fais des courses, maintenant, j'incorpore des steaks végétaux, du poulet végétal, etc. Et puis ils mangent. Mais tu n'imposes pas. Non, j'impose pas. Eux, parfois, vont faire des courses. Ils achètent de la viande, etc. Et donc quand je cuisine, je leur prépare. Ça me dérange pas. Tu as mangé devant moi une viande saignante. Voilà, je suis pas m'offusquer ou tu vois, je vais pas dire ah non, non, ça me gêne absolument pas, quoi. Okay. Là, je respecte vraiment j'ai aucun problème avec ce que les autres font, tu vois. Et c'est pour ça que le côté vegan me dérange parce que souvent ce sont des gens qui sont hyper engagés et qui sont engagés à un point vraiment extrême et qui vont lutter et qui vont même être hyper agressifs, tu vois, à l'égard des gens qui mangent de la viande. Je suis pas du tout dans ce délire-là. Moi, voilà, chacun fait ce qu'il veut et là-dessus, ouais, je suis hyper open, quoi. Par contre, non, moi, je me vois pas. Je me suis posé la question, on me dit tout le temps, ouais, ok, mais si t'es sur une île déserte, il n'y a même pas de feuilles d'arbre, il n'y a rien, il y a que du poisson et de l'animal, tu fais quoi? Tu préfères mourir? En fait, j'en sais rien. Aujourd'hui, je te dirais, j'en mangerai pas. Mais après, face au danger, j'en sais rien. Peut-être que j'en mangerai. Ça me fait penser au film, j'ai oublié le titre, l'équipe de rugby qui s'est écrasée dans les Andes chiliennes. Ouais, quelle horreur, ouais. Et qui, très vite, ils se sont retrouvés sans vivre. Et c'est dans des hautes collines et du coup, il n'y a pas d'animal aussi là-bas. Et puis, il fait froid, et puis tout est gelé, et puis il reste que les corps des cadavres. Ça m'a fait penser. C'est horrible. C'est des gens qui... Ils t'auraient dit pareil, j'aurais jamais mangé du veau. Mais ouais, non mais c'est ça. Après, quand t'es en survie, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il faut y être pour savoir. Je pense, on peut pas présager. Tu peux pas dire non, moi, je préfère me laisser mourir, c'est faux. Enfin, personne se laisserait mourir, quoi. Enfin, j'en sais rien en réalité. Mais non, je pense que, enfin, je suis pas à un point, tu vois, de mettre ma vie en danger. Aujourd'hui, j'ai le confort d'avoir le choix. Ouais. Tu vois, le choix d'avoir d'aller chercher les nutriments ailleurs. Donc je peux le faire. Mais voilà, si ça devait se présenter à moi, j'en sais rien en réalité. J'en sais rien. Ouais. Ok, c'était très intéressant tout ce que tu as partagé avec nous, Francis. Pour le podcast qui touche presque à sa fin, pour clore, moi j'ai une question à te poser. Imagine-toi dans un restaurant et autour de ta table, tu peux choisir 2 personnes qui peuvent être soit vivantes ou décédées. Ouais. Qui est-ce que tu choisirais et pourquoi tu les choisirais? Alors, Elon Musk. Ok. Ouais, vraiment. Et vraiment. Pourquoi? Parce que c'est une vraie inspiration. C'est un mec qui n'a peur de rien. C'est un jusqu'au boutiste. C'est un mec qui n'a pas peur de l'échec, qui n'a pas peur du all-in, qui adore les challenges, qui adore explorer ce que les autres n'ont pas osé explorer, qui va chercher à faire tout ce pourquoi il a été moqué, tu vois, et qui y va quand même, et qui à la fin en fait prouve que c'est faisable, tu vois.
Et ce mec, enfin voilà, je le trouve hyper inspirant. Plein de gens qui l'aiment pas, mais aujourd'hui, enfin, personne n'a fait ce qu'il a fait. Ouais. Il a été au-delà de, il a ouvert plein de portes, mais énormément. Là, on parle de l'espace, mais ne serait-ce que le véhicule électrique, il l'a démocratisé. Ouais. Tu vois, on l'oublie ça. Et aujourd'hui, toutes les marques exploitent l'électrique. Mais il a été quand même alors pas le premier, puisque le véhicule électrique, c'est pas lui qui a sorti le premier véhicule électrique, mais c'est lui qui l'a développé, c'est lui qui l'a démocratisé. Et donc pareil pour le spatial, pareil pour le solaire, pareil pour là aujourd'hui sur Neuralink, bien sûr il y a de la controverse etc. Mais voilà, est-ce qu'on doit pas passer par là? J'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est un mec qui va au bout des choses. Et ça, vraiment, moi j'adore. C'est ma philosophie. J'ai pas la prétention d'être un Elon Musk, même si j'adorerais. Mais si tu veux, en tout cas, dans l'esprit, je pense avoir quelque part un bout de son esprit. Tu vois, quelqu'un qui va jusqu'au bout, qui abandonne pas, qui lâche rien, et puis on te met des bâtons dans les roues et rien à foutre. Tu tombes, tu te relèves, tu repars de zéro, etc. Voilà, moi je suis Un peu fou aussi. un peu fou, j'en sais rien. Je sais pas si c'est de la folie ou si c'est une forme de Challenge. de challenge, mais en tout cas il y a de la maîtrise. Tu vois, même si c'est de la folie, c'est une folie maîtrisée. Et je pense pas qu'Elon Musk soit fou et inconscient. Tu vois, c'est un fou conscient. Sinon, il ferait pas ce qu'il fait. Sinon, il prendrait pas autant de risques. Prendre des risques sans avoir la conscience, en fait, si tu veux, de la perte, en fait, ça, c'est de la folie. Tu vois ? Mais des gens comme Elon Musk prennent des risques presque maîtrisés. Même s'ils ne sont pas maîtrisés à 100%, il y a un petit bout de maîtrise. Tu vois ? Et puis après, on n'est pas à l'abri de surprise, hein, évidemment. Mais voilà, donc pour moi, c'est pas réellement de la folie. Mais c'est de la folie, en fait, c'est une folie, comment dire, constructrice, tu vois. C'est pas une folie d'un mec qui erre, qui sait pas où il va. Il sait exactement où il va. Tu vois. Et ça, c'est topissime. Je pense que je sais c'est qui la deuxième personne. Ouais. Richard Branson. Richard Branson, carrément, parce que c'est pareil, c'est un visionnaire. Et aujourd'hui, tu peux pas avoir d'entreprise sans vision. Et c'est un visionnaire aventurier. Et chez Richard Branson, ce que j'adore, c'est le côté aventurier. C'est un ultra sportif. Ah ouais? Tu vois, ce que n'est pas Elon Musk, hein. Voilà, ce sont deux personnages complètement différents, mais oui, Richard Branson, c'est un mec qui est... Alors aujourd'hui, bon, on le voit pas trop, mais c'est un mec qui, il a fait de la montagne, il a fait de la montgolfière en autonomie. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui explore plein de choses. Et même aujourd'hui, malgré son âge, tu vois, il continue de se lancer des défis sportifs, etc. Voilà. Et puis c'est un aventurier, c'est vraiment un aventurier dans l'âme. Et moi j'adore, c'est un mec qui m'inspire et qui m'a toujours inspiré. À tous les deux, j'ai lu tous les bouquins, qui soient alors Richard Branson qui l'a écrit ou les bouquins sur Elon Musk. J'ai regardé des documentaires sur Netflix, etc. Je m'inspire énormément de ce genre de personnages. Alors, il y en a d'autres, hein, mais vraiment ces deux-là, ce sont deux personnes qui m'inspirent réellement et qui, si je pouvais faire 1/100 de ce qu'ils font. Ce serait un bonheur absolu, quoi. Ça marche. Bah, très intéressant. Est-ce que tu aurais un mot de fin pour conclure ce podcast? Bah, le mot de la fin, c'est quoi? Moi, je m'adresse aux entrepreneurs, hein. J'ai envie d'aider les entrepreneurs, donc c'est aller au bout de vos rêves. Ne vous laissez pas démonter. Écoutez-vous. Et donc voilà, c'est vraiment, suivez vos envies et allez jusqu'au bout. Et la limite, c'est pas les autres, la limite, c'est vous.
Et si vous êtes capable de dépasser vos propres limites, en fait, vous atteindrez tous vos objectifs. Mais voilà, donc il faut aller au bout de ses rêves et puis voilà, le bonheur, c'est atteindre ses rêves en réalité. Et c'est voilà, je pense que si on est tous à la recherche du bonheur et si on peut se trouver à travers l'entrepreneuriat, écoute, c'est top. Let's go. Let's go, exactement. Très beau message. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. D'être venu. Il faut savoir que Francis, il vient de très loin. Il a fait le déplacement. C'est super, super gentil de sa part. Un grand plaisir. Et super moment. Plaisir partagé. Moi aussi, j'ai bien apprécié ce moment. Donc, encore merci. Merci à toi, Rachid. Yes. Et les amis, donc vous pouvez le voir, ce podcast, il touche à sa fin. Il était très intéressant. On a abordé différents thèmes, différents sujets. Donc, ne partez pas comme ça. Lâchez un like, un commentaire et partagez la vidéo, histoire d'en faire profiter à vos proches, toutes les personnes qui vous entourent. Et abonnez-vous. Moi, je vous dis ciao, à la prochaine.